je vais essayer de vous brosser très rapidement, à grands traits, disais-je, un panorama du bâti ancien de Loire-Atlantique, du bâti ancien que je restreins aujourd'hui à l'habitat, puisque c'est quand même le principal enjeu en matière de rénovation thermique, c'est donc l'habitat ancien. Et l'habitat ancien, que j'arrive pas à faire bouger, que j'arrête avant 1948. La date a été citée tout à l'heure, 1948. C'est une date à la fois théorique et pratique. Elle fige le moment où on passe de la construction entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire des constructions traditionnelles par empilement de pierres, de briques, de bois, donc à parois humides, à une construction entre guillemets moderne, en béton, en parpaing, en parois sèches. Puisqu'on sait qu'on a un changement, on en reparlera tout à l'heure avec le CEREMA, un changement de comportement du bâti entre ce bâti traditionnel humide et ce bâti moderne sec, et que ça se passe à peu près en 1948. C'est une date théorique au sens où on a dès les années 20 et 30 en Loire-Atlantique des bâtiments en béton ou des bâtiments en parpaing. L'autre date est en 1975, juste après la crise pétrolière, quand on commence à isoler thermiquement le bâti. Donc tout ça pour dire en préambule que quand on dit le bâti ancien, quand on dit le patrimoine, attention, et quand on dit que ce patrimoine est cause de grandes déperditions énergétiques, attention à bien faire la différence entre avant 1948, entre 1948 et 1975 où on a là effectivement des passoires thermiques, et après 1975 où on a une amélioration, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors la Loire-Atlantique, je parle pour les gens qui viennent d'autres régions, un espace essentiellement agricole traversé par la vallée de la Loire. Alors avec théoriquement, je dis théoriquement parce qu'on a tendance, quand on parle d'architecture traditionnelle en Loire-Atlantique, à dire il y a le Nord-Sud, et le Nord-Loire, pardon, et le Sud-Loire. Le Nord-Loire avec des toitures en ardoise et le Sud-Loire avec des toitures en tuiles. C'est un peu plus compliqué que ça. La Loire-Atlantique est une région de marche, une région de rencontre, avec des influences, en tout cas sur le plan architectural, des influences qui viennent de Bretagne par la géologie, par la culture, avec des influences qui viennent d'Anjou, soit par les Mauges et la terre cuite, soit par la Loire, avec l'apport du tuffeau saumurois ou des pierres, des calcaires durs de Touraine, avec des influences qui viennent de Vendée et d'Aquitaine, avec des pierres qui viennent des Charentes, par exemple, des calcaires durs, là aussi. Donc on a un ensemble d'influences géologiques, d'influences liées au transport, d'influences liées à la culture, qui fait que l'architecture en Loire-Atlantique est une architecture assez complexe, assez mixte, assez variée, y compris au sein de territoires. Alors, rapidement, donc Nord-Loire, Sud-Loire, région d'élevage globalement, avec une vallée de la Loire qui était liée à la polyculture, qui maintenant se tourne vers le maraîchage qui se développe d'ailleurs dans tout le département, avec le vignoble au sud-est, avec une presqu'île guérandaise et les marais de Brière qui sont un site plus particulièrement breton, entre guillemets, et avec un pays de Ré qui est toujours du bocage, mais un petit peu différent du bocage du Nord. Alors, j'ai gardé les appellations parce que c'est plus simple, Nord-Loire, Sud-Loire. Nord-Loire, habitat rural, vous voyez, relativement diversifié au sens des typologies architecturales, c'est-à-dire des volumes construits et des usages, avec, même si ce sont des bâtiments liés à l'élevage, on a à la fois des grandes fermes sur cours, des maisons de propriétaires, des petites métairies et des petits bâtiments d'habitat qui ont des volumétries très différentes, qui ont des constructions, des techniques constructives très différentes, parce qu'on a à la fois des pierres, donc globalement on est dans le massif armoricain, donc on a des grès, des gneiss, des granites, des schistes, qui sont souvent en mélange dans les constructions. Donc on a des murs de moellons enduits, ça c'est une particularité de la Loire-Atlantique, c'est qu'on a quand même, à part en dehors de Nantes, très peu de pierres de taille, et essentiellement des murs construits en moellons enduits, avec des encadrements qui sont soit des encadrements à linteaux de bois, soit des encadrements en pierre, soit des encadrements en briques. Alors vous voyez, on a les cas de figure là, avec en bas à gauche une maison de propriétaire avec des encadrements en tuffeau, et en bas à droite une maison en schiste avec des encadrements et en schiste et en pierre de tuffeau. La Longère est un petit peu l'archétype de la grosse ferme du Nord-Loire. À gauche, une longère par jonction successive de bâtiments,
un habitat plus une étable, l'étable redevient un deuxième habitat, on reconstruit une étable, etc. On finit par avoir une longère. Toiture ardoise à 45 degrés à peu près, donc des combles utilisables, donc des lucarnes gerbières pour l'accès à ces combles. Et puis à gauche, donc adjonctions successives, à droite, construction d'un seul coup d'un bâti en longère, en un seul projet. Une particularité du Nord-Loire, c'est l'existence de schistes. Il y a des mines d'ardoise qu'on appelle dans la région de Nozay la pierre bleue, un schiste. Donc on a des constructions parfois entièrement en schiste, comme à droite, vous voyez que tous les murs sont en schiste, mais aussi les encadrements, les linteaux, etc. Là on arrive à des murs qui font jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, alors que je dirais qu'en moyenne, en Loire-Atlantique, les murs en moellon font entre 60 et 80 cm d'épaisseur. En schiste, on arrive jusqu'à 1 mètre. Et puis à gauche, on a même, et ça c'est un cas assez particulier, mais je l'ai mis parce que c'est important, quelques bâtiments en palis de schiste, c'est-à-dire en grandes plaques de schiste, dressées debout comme des menhirs, et qui construisent des bâtiments assez exceptionnels. Ça, c'est surtout la région de Nozay. Alors ce schiste dit pierre bleue dans la région de Nozay, vous voyez qu'il est utilisé en encadrement, qu'il est difficile à tailler, mais qu'on peut quand même en faire des éléments décoratifs, et qu'on le retrouve dans la construction des architectures même savantes, comme cet hôtel particulier du XVIIIe siècle à Châteaubriand, ou cette maison en haut à droite, qui est une maison à colombage médiévale, mais dont tous les soubassements sont en schiste. Alors, en bas à droite, c'est une rénovation récente, avec un schiste qui a été les murs ont été restaurés avec un enduit à pierre vue, qui fait qu'on voit le schiste et ses arcs de décharge. C'était pas prévu du tout comme ça. L'architecture de Loire-Atlantique, à l'origine, est toujours avec des enduits couvrants, et souvent badigeonnés même de chaux. Autre exemple du Nord-Loire, mais vous voyez qu'on est très différents, ce sont des maisons de bourg à Orvaux, des maisons du XVIIe siècle, avec des encadrements en granit au rez-de-chaussée et en pierre calcaire aux étages, et des lucarnes en tuffeau. Alors j'ai pris une commune du Nord-Loire pour vous montrer la complexité un petit peu de tout ce bâti. Cette commune, c'est Saint-Étienne-de-Montluc, c'est une commune qui est au nord-ouest de Nantes, pas très loin, une vingtaine de kilomètres à peu près. Mais c'est une commune qui est posée sur le sillon de Bretagne, le sillon de Bretagne étant cet affleurement granitique qui vient de Bretagne et qui va jusqu'à Nantes. C'est une commune qui est posée sur donc un plateau d'élevage, mais qui surplombe la vallée de la Loire inondable. Alors là, on est dans le centre-bourg de Saint-Étienne-de-Montluc. On voit qu'on a un bâti urbain, ça pourrait être une rue de Nantes, ou même une rue de Pornic, parce que c'est un bâti du début du XXe siècle avec des typologies architecturales qui sont assez proches de ce qu'on appelle les villas balnéaires. Dans cette commune, on va trouver dans la partie élevage des grosses maisons de propriétaires. En haut à gauche, vous voyez la maison de propriétaire avec sa haute toiture d'ardoise, mais c'est commun avec des toitures à faible pente couvertes en tuiles. Et puis à droite, le hameau qui va avec la maison de propriétaire réunit des métairies, 2-3 fermes, des granges. Vous voyez que dès qu'on est sur la partie habitation, on est à 45 degrés en ardoise. Dès qu'on est sur des parties annexes agricoles, on est en toiture à 30 degrés ou 25 degrés en tuiles, avec des combles non utilisables. Toujours dans la même commune, on va trouver, comme en haut à gauche, des grandes fermes sur cours, à encadrement de granit, des petites maisons de village de type maison bretonne, avec porte à plein cintre en granit, et puis des longères, des grandes longères, là aussi tuiles et ardoises, soit construites par adjonction successive, comme à gauche, soit construites d'un seul jet, comme à droite, mais en gardant toujours cette hiérarchie entre guillemets, le bâti noble couvert d'ardoise et le bâti annexe couvert en tuiles. Voilà le type de maison de bourg qu'on trouve beaucoup, alors à Saint-Étienne-de-Montluc, mais dans tout le Nord-Loire, avec l'apparition de la brique. La brique apparaît sous forme de tuileaux à la fin du XVIIIe siècle, puis sous forme de briques industrielles au milieu du XIXe siècle, la fameuse brique 5, 11, 22, c'est-à-dire 5 cm par 11 cm par 22 cm, qui va prendre une place de plus importante dans tous les encadrements, dans les corniches, dans les arrêtiers, et colorer fortement le bâti ancien de Loire-Atlantique. Toujours sur la même commune, vous voyez que le bâti de prestige, je dirais, c'est-à-dire lui aussi est très différencié. Bâti de prestige, c'est-à-dire un petit manoir, une maison noble en haut à gauche, toujours cette hiérarchie ardoise-tuile. Une maison de propriétaire fin 18e à droite, et en bas 2 châteaux très différents. L'un qui est un château historique
château du XVIe siècle, devenu une villégiature au XVIIIe siècle, avec une maison de vacances, maison de plaisance. Et puis à droite, un logis de villégiature néogothique en tuffeau. Alors quand je dis en tuffeau, il faut faire attention, très souvent en Loire-Atlantique, quand on voit un bâtiment en tuffeau, en fait, il est en moellon, en maçonnerie de moellon, avec un parement tuffeau. On n'est pas comme dans le Saumurois où les bâtiments ont des parois en tuffeau. L'influence bretonne, alors c'est toute la partie presqu'île guérandaise, mais pas seulement. Vous voyez qu'à Guérande, on a effectivement une ville close bretonne avec un bâti médiéval urbain en granit et colombage de bois. En haut à droite, c'est une maison de paludier, ce sont les maisons qu'on trouve dans les marais salants, typiquement bretonnes, ce sont les mêmes maisons qu'on pourrait trouver dans le Finistère. Et en bas, un château breton à Guérande, le château de Careil. Vous voyez, architecture prestigieuse en granit, mais là encore pas entièrement en pierre de taille. Donc le granit, une pierre difficile à tailler, donc vous voyez qu'on a peu de décors, on a des petites ouvertures et on a des murs extrêmement épais. Le Croisic, autre bâti breton à partir d'un port qui s'est enrichi au XVIIe siècle, donc des gros hôtels particuliers, des grosses maisons massives, très resserrées, avec une ville historique avec des petites ruelles, c'est un bâti très abrité du vent. Vous voyez différentes typologies bretonnes en granit, du petit manoir en bas à gauche au gros hôtel particulier, l'ancienne mairie du Croisic. Et des villas dites balnéaires, de type breton, avec des encadrements granit, et là aussi très très peu de décor architectural. Cette influence bretonne, elle vient jusqu'ici. Ici, nous sommes à Orvaux. C'est une maison d'Orvaux. Vous voyez que là aussi, on pourrait penser que c'est une maison du Morbihan ou du Finistère, tout simplement parce que le granit arrive jusqu'ici. Et donc, on a construit avec du granit, donc avec des gros linteaux en pierre. Là, on est à Saint-Herblain, encore plus proche de Nantes. Vous voyez qu'on a un bâti vraiment breton au sens technique, typologique, architectural, puisqu'on fait des linteaux à 3 pierres en granit, on fait des métairies basses ou des maisons de village. La seule différence, je dirais, avec le Finistère ou le Morbihan, c'est que vous voyez la photo en bas à gauche, c'est une petite maison de Saint-Herblain en granit, mais on a des encadrements en tuffeau, ce qui montre qu'effectivement Saint-Herblain est au bord de la Loire et le tuffeau arrivait par la Loire. Donc même au XVe siècle, on avait du tuffeau dans la construction, un petit peu. La Brière, un cas particulier, zone de marais connue pour ses chaumières. Alors, juste 2-3 photos, quelques photos pour montrer que ce qu'on appelle la chaumière briéronne, c'est quelque chose de plus compliqué que simplement une seule typologie. Il y a des petites métairies, il y a des grosses fermes, il y a des maisons de village, il y a des implantations en alignement longiligne ou en périphérie de petites îles avec des annexes. Des bâtiments qui sont petits, un ou 2 niveaux. Alors leur particularité, évidemment, c'est qu'en général, ce sont quand même des constructions en moellon en moellon de pierre de tout venant et en granit, avec des parties très basses, maçonnerie, et des très très hautes toitures couvertes de chaume. Il reste 2 minutes. 2 minutes, alors j'accélère. J'arrive, voilà. Juste pour cette photo pour montrer que c'était un bâti qui était enduit et chaulé en blanc. Maison de pêcheurs au bord de la mer, des petites maisons, c'est assez résiduel, mais je le montre parce que c'est intéressant. Le Sud-Loire, là aussi un bâti très diversifié, effectivement de la tuile majoritairement, soit des bâtis par adjonction, soit du bâti comme en bas à droite d'un seul tenant, avec cette ferme et son grand hangar. Ces grands hangars ouverts sont une particularité du Sud-Loire, à piliers en briques ou à piliers en pierre, à piliers ronds. Vous voyez, on en voit un autre sur la photo de gauche. Le bâti lié au vignoble, à gauche une petite maison de vigneron, avec la particularité c'est que le chai est en bas et l'habitat à l'étage. À droite, une ancienne propriété noble devenue propriété viticole. Ces propriétés viticoles au XIXe siècle ont été construites soit sous forme de villas classiques, l'influence de Clisson, soit sous forme de grosses maisons de maîtres qui apparaissent dans le paysage, soit, alors là, on a quelques propriétés viticoles aussi qui sont carrément des grandes villas italiennes avec de grands ensembles de communs directement inspirés de l'architecture toscane. Un habitat lié au vignoble, beaucoup de main-d'œuvre, du petit habitat pauvre, soit isolé, soit regroupé en maisonnées, des bourgs avec un habitat très homogène, avec la brique, je vous en parlais tout à l'heure, qui est très importante dans le paysage architectural du Sud-Loire, encore plus que dans le Nord-Loire, et qui malheureusement subit les assauts de l'isolation par l'extérieur. Parfois, voilà ce qui se fait aujourd'hui dans le vignoble.
Clisson, un cas particulier, une ville médiévale avec un château, une ville ruinée au moment des événements révolutionnaires, réécrite par des architectes, des artistes, sculpteurs et peintres au début du XIXe siècle, avec l'apparition d'une architecture toscane, là aussi directement inspirée, recopiée de l'Italie, avec la... Excusez-moi, ça marche plus. Avec la réécriture de la ville elle-même à partir d'un bâti 18e dont il restait quand même des choses, avec des encadrements en granit, et qu'on italianise en redessinant les percements ou en rajoutant des morceaux aux maisons pour les faire plus ressembler à l'Italie, avec une architecture industrielle au long de la Sèvre qui se développe au 19e siècle et qui réutilise les codes de cette architecture néoclassique à l'italienne. Donc cette architecture industrielle, artisanale, a proposé des nouveaux volumes, différents des volumes médiévaux et des volumes agricoles, qui sont réutilisés aujourd'hui. Donc, pour un paysage particulier, le paysage de Clisson, paysage palimpseste, où on trouve des maisons anciennes du XVIIIe, il en reste, des maisons italiennes et des anciens séchoirs restaurés ou reconstruits. La villégiature, c'est très important en Loire-Atlantique, la villégiature des bords de Loire et des bords de l'Erdre, ça apparaît au XVIIIe siècle avec les maisons de vacances, les maisons de campagne, pardon. Ça se développe au XIXe siècle sous toutes les formes architecturales possibles. Alors là, ce sont des grandes demeures, mais on le trouve aussi en villégiature modeste. On a dans l'espace rural de Loire-Atlantique un certain nombre de petites maisons qui sont des maisons de week-end et des maisons de vacances dès le XIXe siècle et dès les années 30. En bord de Loire aussi, bien sûr, c'est la Meilleraie à Varade, on a ce type de ville-là, où on trouve des espaces extérieurs, des terrasses, des balcons. Au bord de la mer, évidemment, sur le littoral, le développement de la villégiature. Sur cette image, on voit le développement, on passe de 1850, la maison de gauche, petite maison très sobre, qui se protège des vents. Au milieu, une maison de 1900 qui se lève pour regarder le paysage et pour définir des terrasses et des balcons. Et à droite, une maison moderne, 1927, où carrément on a intégré dans l'architecture à la fois les vues, le bow window et le solarium et la terrasse accessible. Il faut conclure. Je conclus, les villas, vous voyez, la maison moderne s'invente au bord de la mer. Juste pour dire qu'un enjeu fort, ce sont toutes ces maisons de bord de mer qui étaient prévues pour être utilisées uniquement l'été, qui n'étaient pas chauffées, qui n'étaient pas isolées, et qui aujourd'hui de plus en plus deviennent des résidences à l'année, et qui donc vont être isolées avec tout le problème que ça peut poser. Nantes, je pensais vous en parler, je vais vite. Le bâti 18e à mur épais, le bâti 19e à mur moins épais. Attention, dans ce bâti-là, il y a beaucoup de bâtiments du XXe siècle. Quai de la Fosse, un bâtiment sur deux est en béton, a été reconstruit après la guerre. Vous voyez qu'on a un centre-ville très mixte avec des bâtiments du XVe siècle en bois, des bâtiments 18e et 19e en pierre et des bâtiments 20e en béton. Je vais vite, le logement ouvrier, Parois Mince, Nantes, Indre. L'essentiel de l'habitat à Nantes, ce sont des maisons individuelles, soit des années 1900, soit des années 1930. Là apparaît le parpaing, avec les problèmes que pose l'isolation de ces maisons-là, qui ont des belles menuiseries et des parois minces en parpaing. Saint-Nazaire, bâti ancien, ça existe toujours à Saint-Nazaire, il n'y a pas que la reconstruction à Saint-Nazaire. Tous ces immeubles qu'on a longtemps méprisés, on se rend compte en les regardant qu'ils ont une qualité d'architecture, une qualité de modénature, de matériaux, de dessin. Et je termine avec le patrimoine du XXe siècle, donc je dépasse 1948, juste pour dire qu'on a là des cas particuliers de bâtiments qui posent des problèmes thermiques et qui posent des problèmes architecturaux et des problèmes patrimoniaux, notamment le bâti à parois de verre, dont on parle peu, mais qui pose des problèmes d'isolation et où on aura forcément à inventer des solutions nouvelles qui ne seront pas l'isolation par l'extérieur, mais qui seront sans doute à rechercher du côté de l'industrie du verre. Voilà. Merci pour ce panorama complet, qu'on peut applaudir, oui, tout à fait.